Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Express Orient entièrement consacré au regain de tension au Proche-Orient. Au sommaire de cette émission, un retour tout d'abord sur les attaques de vendredi et samedi dernier à Jérusalem. Elles ont fait 7 morts et 2 blessés israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a commencé à mettre en œuvre des mesures de représailles contre les familles des auteurs de ces attaques. À voir également dans ce magazine un reportage de notre envoyé spécial Claire Duhamel à Jénine où 10 personnes ont été tuées dans un raid israélien jeudi dernier. C'est le raid le plus meurtrier depuis des années, premier acte d'ailleurs de la résurgence des violences actuelles. Et puis on essaiera de comprendre les causes de ce regain de tension et les perspectives pour la paix dans ce contexte avec notre invitée Amélie Ferré, chercheuse à l'IFRI et spécialiste du conflit israélo-palestinien. Israël a donc commencé à punir les familles des auteurs des attaques de Jérusalem de vendredi et samedi dernier. Maisons sous scellés, révocation des droits à la sécurité sociale, une réponse rapide et ferme comme l'avait promis Benjamin Netanyahou et en ligne avec les propositions de ses partenaires de coalition d'extrême droite. Marc Pope. Il est un peu plus de 20 heures dans le quartier de Neve Yaakov, près de Jérusalem. Les fidèles se rassemblent devant la synagogue pour les prières du vendredi qui marquent le début du Shabbat. C'est à ce moment-là que surgit un Palestinien. Il tire sur la foule et abat 7 personnes. Nous faisons face à une attaque, l'une des pires de ces dernières années. Un terroriste est arrivé et s'est mis à tirer. Le Palestinien prend rapidement la fuite en voiture avant d'être rattrapé par la police et abattu. Dans la soirée, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir se rendent sur place. Le lendemain, les impacts de balles sur les immeubles environnants témoignent de la violence de l'attaque. Vous vivez à Jérusalem, vous sortez de chez vous et soudain on vous tire dessus. C'est effrayant. Tout simplement effrayant. Rapidement, l'horreur redouble. À quelques kilomètres de là, vers 10h45 samedi, un adolescent de 13 ans ouvre le feu sur des passants, faisant plusieurs blessés. Ce qui s'est passé il y a 20 ans commence à se reproduire maintenant. Nous devons nous asseoir, réfléchir à la façon dont nous pouvons avancer et arrêter cette situation. Les forces israéliennes sont placées en état d'alerte maximale. Benjamin Netanyahou promet des mesures fortes et rapides. Quelques heures plus tard, le Premier ministre annonce supprimer l'accès à la sécurité sociale aux familles d'assaillants palestiniens et envisage de les priver de carte d'identité israélienne. Les autorités ont dans la foulée mis sous scellé la maison de l'assaillant de la synagogue. Ces attaques de Jérusalem s'inscrivent en apparente représailles au raid israélien quelques jours plus tôt sur le camp de réfugiés de Jénine. 10 Palestiniens tués, 20 blessés. L'armée israélienne dit avoir visé une maison en particulier qui abritait des membres clés du djihad islamique qui projetaient des attaques en Israël. Reportage signé de notre envoyé spécial sur place, Claire Duhamel. Dans le camp de Jénine, cet adolescent colle des posters de martyrs fraîchement imprimés. C'est ici que jeudi, la veille de notre tournage, des combats d'une rare intensité ont opposé forces israéliennes et militants armés. 10 Palestiniens ont été tués, 20 autres blessés. Il y avait un corps ici, totalement carbonisé. Le deuxième était là, toujours en feu. Et le troisième corps était ici. Son visage n'était pas identifiable, mais on voyait son corps. Au deuxième étage, il y avait aussi un blessé. Cette maison abritait des membres clés du djihad islamique, selon l'armée israélienne. Ils étaient accusés de planifier des attaques imminentes en Israël. L'habitation a été détruite aux lance-roquettes. Certains murs menacent de s'écrouler. Alors, la municipalité de Jénine décide de la détruire, sous le regard des jeunes Palestiniens du quartier. Plus loin dans le camp, cette fenêtre donnait sur les affrontements. Omar nous explique que sa femme était une simple civile. Elle s'appelait Majda Obaïd, 59 ans, tuée de 2 balles dans le corps. Elle a entendu les coups de feu et elle se tenait sur sa chaise pour regarder. Elle a entrouvert les stores pour comprendre ce qu'il se passait et là, l'armée lui a tiré dessus. Ici, il y a un impact de balles, ici aussi et là. Ils ont ouvert le feu de façon sporadique comme vous pouvez le voir. Et là, une balle est allée se loger dans la télévision. C'était une femme à sa fenêtre. Elle ne portait pas de masque et certainement pas un fusil RPG.
Dans le salon familial, les femmes du quartier viennent offrir leurs condoléances. L'armée israélienne, elle, indique enquêter pour déterminer si certaines victimes n'étaient pas des suspects armés. Et on revient à présent sur ce regain de violence avec notre invitée Amélie Ferret, chercheuse à l'IFRI, spécialiste du conflit israélo-palestinien. Bonjour Madame Ferret, merci d'être avec nous sur France 24. Quels ont été les ingrédients à l'origine de cette explosion de violence ? Alors, il faut bien replacer en fait cette explosion de violence dans une temporalité qui est celle du conflit israélo-palestinien. En réalité, il n'y a pas eu donc de règlement politique ni économique de ce conflit, et il y a eu donc plusieurs épisodes de violence mai 2021. Août 2022, des attentats à l'automne 2022 qui ont touché Israël. Il y a eu un groupe, donc le groupe des Lions, qui a essayé de lancer une intifada en novembre 2022. Et donc aujourd'hui, un enchaînement de violences encore donc, à Jénine, puis dans les banlieues de Jérusalem. Et donc ce qu'on voit, c'est que finalement, ce conflit, il y a une impasse du conflit. Et tant qu'on n'y a pas un règlement politique du conflit, on peut craindre justement un niveau de violence qui perdure. Alors on le sait, en décembre dernier, Benyamin Netanyahou avait formé le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. On peut s'attendre à présent à une fermeté renouvelée du côté des autorités israéliennes vis-à-vis des Palestiniens. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas nécessairement le gouvernement le plus à droite d'Israël, mais c'est surtout un gouvernement avec deux personnalités, notamment donc Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui sont ouvertement des suprémacistes juifs, donc qui pensent en fait que Israël doit d'abord être la terre du peuple juif, et qui donc ont un agenda extrêmement anti-palestinien, et qui en plus sont des personnes qui n'ont pas d'engagement ou vis-à-vis de la démocratie, donc qui sont plutôt pour une théocratie, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. Il y a eu donc une volonté donc d'assouplir les règles d'engagement de la police vis-à-vis des Palestiniens, donc qui a été donc prônée par Itamar Ben-Gvir. La volonté donc de justement en réponse aux événements de la semaine dernière et de ce début de semaine, d'émettre plus de permis de port d'armes pour les Israéliens, de manière à ce qu'ils puissent se défendre contre de potentiels attaquants. Par ailleurs, il y a évidemment le sujet de la réforme judiciaire qui affaiblit considérablement les pouvoirs de la Cour suprême israélienne, qui en fait jouait le rôle de protecteur des droits civiques et donc de l'égalité entre Palestiniens et Israéliens. Et c'est ce contexte-là qui inquiète la communauté internationale. Un gouvernement qui encourage aussi le développement, disons, des colonies ? Oui, tout à fait. Donc, la colonisation, c'est vraiment l'enjeu central ici en Israël. Pourquoi ? Parce que donc vous avez ces colonies qui sont en Cisjordanie, qui normalement appartiennent où il y a une souveraineté de l'autorité palestinienne. Donc des colonies et avec des colons qui ont voté majoritairement pour Itamar Ben-Gvir et pour Bezalel Smotrich, qui eux ont pour agenda politique de défendre ces colons dans une politique ouvertement annexionniste, c'est-à-dire qu'ils veulent annexer en fait ces parties de la Cisjordanie, voire toute la Cisjordanie, pour créer un grand Israël, ce qui pose évidemment la question des droits des Palestiniens dans ce contexte-là et d'un possible transfert de population, ce qui est complètement interdit au regard du droit international. Et d'ailleurs, donc, on a eu plusieurs annonces qui sont faites donc, pour défendre les droits de ces colons par Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, notamment donner plus de licences ou de permis de construire pour les colonies, rattacher donc les colonies, leur permettre de bénéficier de services publics à Israël, puisque au regard du droit international, en fait, les territoires ne sont pas sous souveraineté israélienne, donc du coup, normalement, les personnes ne sont pas sous la juridiction d'Israël. Par ailleurs, donc, une volonté très très forte de militariser encore plus la vie des Palestiniens en Cisjordanie pour protéger ces colonies. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken était en visite au Proche-Orient lundi et mardi. Les États-Unis veulent-ils jouer encore le rôle de médiateur dans ce conflit ?
Alors c'est très intéressant parce que donc aujourd'hui, vous avez, des politiques d'alliance qui sont faites soit sur des intérêts, soit sur des valeurs et donc on connaît évidemment l'alliance qu'il y a, entre Israël, et les États-Unis. Ça a été répété par Anthony Blinken lors de sa visite, mais aujourd'hui, il y a quand même le grand changement qui est la guerre en Ukraine et donc la nécessité pour Israël, de plus en plus de choisir entre 2 camps, entre le camp, de l'Occident et donc des États-Unis et dans une forme de non-alignement parce qu'en fait, Israël a besoin, d'une forme de compromis avec, la Russie pour faire ses frappes en Syrie, à la frontière syrienne, contre, l'Iran qui essaye, au contraire d'avancer, ses troupes, et ses milices, à la frontière d'Israël. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'Antony Blinken, donc Israël a annoncé qu'il allait examiner la possibilité de donner une aide militaire à l'Ukraine parce que, il y a pas mal de technologies, qui, justement, seraient tout à fait importantes pour l'Ukraine. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'Antony Blinken, je pense, a négocié, justement, une alliance, des États-Unis, renouvelée si Israël rentrait dans le rang au niveau des intérêts en soutenant beaucoup plus l'Ukraine que ce qui avait été fait, auparavant et également au niveau des valeurs en mettant en garde Netanyahou de ne pas devenir une démocratie, illibérale. Après, comment, ça va se concrétiser dans les faits, ça reste à voir. Merci beaucoup Amélie Ferré pour votre éclairage aujourd'hui sur notre antenne et c'est la fin de ce magazine. Merci à tous de l'avoir suivi. Il est à retrouver bien sûr sur notre site internet france24.com. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24. Dans un quartier enclavé en manque de structure, ils ont décidé de prendre les devants. Une salle de muscu, un four à pain, dès qu'un besoin est identifié, un container apparaît au quartier de la Nuit. Là, c'est le centre du village que je pilote et toutes les générations s'y retrouvent. Et on veut vraiment que tout le monde profite de l'action du centre. Je veux que les Parisiens viennent manger avec nous et pas le contraire. Culture Box dans la cité, ça se passe à Bagnolet et c'est sur France 24. Pas de quartier, à voir sur France 24 et France24.com.